150 ans après leur découverte, les ruines d'Angkor demeurent une énigme. Comment cette ville est-elle née? Et comment a-t-elle pu grandir dans des proportions aussi considérables? Imaginez toutes les cathédrales de France réunies dans une grande forêt, comme la forêt de Fontainebleau par exemple. Et Angkor, c'est un peu ça d'une certaine manière, des grands sanctuaires construits à chaque fois par un souverain qui ont été placés sur le site d'Angkor et qui sont aujourd'hui envahis par la forêt. Quelle était la véritable fonction des temples d'Angkor? Aujourd'hui, une fouille archéologique répond pour la première fois à cette question. Grâce à l'usage des nouvelles technologies, l'intérieur d'un temple royal est ressuscité. Pour comprendre les temples d'Angkor, les scientifiques remontent le temps et cherchent dans les travaux des premiers explorateurs des indices oubliés. Dans les caves d'une abbaye du nord de la France, ils redécouvrent un trésor abandonné, un témoignage d'une grande valeur archéologique. Ils sont aussi à la recherche du cœur de l'immense ville d'Angkor, l'une des cités les plus importantes de son époque. Un archéologue révèle l'endroit où tout a commencé. Dans les ruines des sanctuaires, les scientifiques mènent l'enquête et percent quelques-uns des secrets de la cité disparue. L'ancienne cité d'Angkor a été abandonnée il y a près de 600 ans. La forêt tropicale a ensuite dévoré ce qui fut autrefois l'une des plus grandes villes du monde, rendant impossible toute vision d'ensemble. Or, sans vision d'ensemble, il est difficile de comprendre l'histoire de la ville, la façon dont elle s'est développée et la raison pour laquelle elle a progressivement occupé un immense territoire. C'est pourquoi les vestiges de cette grande civilisation, qui s'épanouit entre le 8e et le début du 15e siècle, posent toujours question. Aujourd'hui pourtant, les scientifiques vont voir, à l'aide d'un équipement révolutionnaire, ce qui jusqu'ici leur était caché par la forêt. À bord de cet hélicoptère, un laser très puissant, le lidar, va scruter la cité disparue avec la plus grande précision. Le lidar émet une onde lumineuse qui perce la végétation et parvient jusqu'au niveau du sol. Le signal capté au retour permet de lire l'empreinte qu'ont laissée les bâtiments qui aujourd'hui n'existent plus. Autour des temples, les vestiges de la ville sont ainsi révélés. Sur une surface d'environ 200 km², le cœur de la cité, la topographie d'Angkor est relevée à une échelle de quelques centimètres. Le lidar montre les fondations d'une multitude de constructions de bois, des palais et des habitations qui ont aujourd'hui totalement disparu. Seuls les temples, constructions de pierre, ont traversé les siècles. Une ville organisée autour de 3 immenses réservoirs, les Baraïs. Le plus vaste d'entre eux est un rectangle de 8 km de long sur 2 km de large. Le résultat de cette campagne d'exploration électronique
montre une agglomération à la fois très dense et très étendue. Une agglomération constituée d'une addition de plusieurs cités, elles-mêmes construites autour des grands temples royaux. Dans les locaux de l'Université de Sydney, Damien Evans, l'un des archéologues responsables du projet, présente les résultats obtenus à Pierre Baptiste, conservateur au Musée Guimet à Paris. Le disque dur a été livré et tout est apparu sur l'écran. C'était très impressionnant. Non seulement les choses que nous avions anticipées, mais tout ce que nous n'attendions pas, dont nous n'avions aucune idée de l'existence dans la forêt. Si vous regardez le temple d'Angkor Wat, vous voyez très clairement la ville. Ce que vous pouvez voir ici, c'est la preuve incontestable de la poursuite de cette ville au-delà de ses limites. Une vaste extension du côté est et une extension très maîtrisée du côté ouest ici. Même dans les zones qui sont très fréquentées, comme Angkor Wat, qui ont été très étudiées pendant 150 ans et qui sont aujourd'hui visitées par des millions de touristes, même là, nous avons trouvé plusieurs nouveaux temples, y compris juste à côté d'Angkor Wat, à quelques centaines de mètres du temple. Donc ça nous donne beaucoup de nouvelles informations, même dans les zones que nous pensions comprendre complètement. Finalement, nous sommes passés à côté de beaucoup de choses. Ces images sont le fruit de 5 siècles d'histoire d'Angkor, au cours desquels villes et sanctuaires se sont ajoutés. 9e siècle, fondation d'Angkor, premier temple royal et premier grand réservoir. 10e siècle, 3 nouveaux souverains et 3 nouveaux sanctuaires. 11e siècle, aménagement du Grand Barail occidental. 2 temples royaux supplémentaires. Début du XIIe siècle, 2 rois, 2 sanctuaires, dont Angkor Wat le plus important de tous les temples. Enfin, 5 nouveaux temples mettent un point final à l'expansion d'Angkor, à la fin du XIIe siècle. Chaque règne est un recommencement. C'est ainsi que les rois khmers élargissent l'espace de leur capitale. Pourquoi est-ce que chaque souverain doit construire son temple? Quand on voit la masse de pierres, de briques accumulées pour construire ces grandes pyramides, on ne peut que s'étonner de réaliser que chaque règne a, comme ça, imposé la construction d'un nouveau sanctuaire. Pourquoi un nouveau temple à chaque nouveau règne? Et à quoi servaient précisément ces nombreux sanctuaires? Un archéologue cherche la réponse à ces questions à une centaine de kilomètres d'Angkor, dans l'ancienne ville de Kokher. Kokher parce que cette ville et son temple sont une parenthèse dans l'histoire de l'Empire khmer. Lorsque disparut le roi qui avait fait bâtir cette nouvelle capitale, la cité fut abandonnée et le temps s'arrêta ici pour toujours. Éric Bourdonneau, archéologue français, étudie ces ruines depuis 4 ans. Il peut aujourd'hui reconstruire le sanctuaire et restituer son temple montagne, le plus grand édifice de toute l'histoire d'Angkor. On y parvenait après avoir traversé une succession de chapelles, les prasats. Qu'y avait-il à l'intérieur de chacune d'entre elles? Et quelles étaient leurs fonctions? Ce sont les 2 questions auxquelles doit d'abord répondre le scientifique. La pyramide culminait à 30 mètres de haut. Au sommet se trouvait le symbole du temple de Kokher. Cet espace vide correspond à l'emplacement où le roi a érigé le linga de Shiva. Le linga, c'est le symbole phallique de Shiva. Il faut imaginer un gigantesque cylindre
qui figure le dieu, sous sa forme la plus épurée, la plus absolue. Un bloc de plus de 4 mètres de haut, supérieur à 1 mètre de diamètre, peut-être approchant les 2 mètres de diamètre. Donc véritablement quelque chose d'inédit et qui n'est reproduit nulle part ailleurs dans le Cambodge ancien. La pyramide et le symbole de Shiva qui la couronne sont le lieu de séjour du dieu au sein du sanctuaire. Dans le projet initial, le linga était lui-même recouvert d'une chapelle. Mais les travaux n'ont jamais été réalisés. Le site de Koker ayant été rendu à la forêt 20 années seulement après sa construction. Dans les années 1990, le temple jusque-là intact a été méthodiquement pillé par les trafiquants. Les statues qui s'y trouvaient ont toutes disparu. Or, pour comprendre le sanctuaire, il faut identifier chacune d'entre elles. C'est l'enquête que mène Éric Bourdonneau, à commencer par cette chapelle dans laquelle se trouvaient 5 statues. L'une d'elles était d'une taille exceptionnelle. Cette statue de plus de 3 mètres de hauteur, presque 4 mètres, nous l'avons retrouvée aujourd'hui en plusieurs milliers de morceaux. Ces morceaux se distribuaient tout autour du piédestal. Donc nous avons ici les fragments des bras du Shiva, ici un peu plus vers ma gauche le buste, et nous avons retrouvé tout autour du piédestal les jambes, les pieds, des fragments de mains, les têtes, qui sont elles maintenant conservées au musée de Phnom Penh. Donc nous avons aujourd'hui un gigantesque puzzle qu'il s'agit de reconstituer. Pour cette opération difficile, Éric s'appuie sur Chia Sotchet, restaurateur de statues au musée de Phnom Penh. Cette année, nous sortons les blocs les plus imposants. Donc la manœuvre est assez délicate, avec notamment les bras du Shiva dansant et les piédestaux des divinités qui se trouvent autour du Shiva dansant. L'équipe commence son travail par le piédestal de l'une des 4 statues qui entouraient autrefois Shiva. Une statue qui se trouve aujourd'hui au musée Guimet, à Paris. C'est l'une des 2 sculptures qui proviennent de Koker. La seconde sera bientôt d'une grande importance dans l'enquête d'Éric Bourdonneau sur les temples khmers. 2 chefs-d'œuvre rapportés en France en 1873 par l'un des découvreurs d'Angkor, Louis de la Porte. L'explorateur qui a également réalisé de nombreux dessins des temples khmers, documents qui sont aujourd'hui très précieux pour les archéologues. C'est la statue de la déesse, c'est-à-dire de l'épouse de Shiva. Donc sa fonction, c'était d'accompagner la danse de Shiva. Donc la déesse dansait en même temps que Shiva. Chaque fragment est déplacé par étapes par la technique du palan. Le même outil qu'utilisaient autrefois les hommes du Cambodge ancien. À présent, l'équipe extrait de la chapelle le buste de la grande statue du Shiva. Il est aujourd'hui méconnaissable. Ici, on voit vraiment clairement les traces du burin des pilleurs. Donc, tout ce côté-ci vraiment a été massacré, si on peut dire des choses comme ça. Toujours avec l'idée de récupérer les têtes qui se trouvaient au-dessus du buste. Je me dis quand même que c'est beaucoup plus probable que si on l'a retrouvé en 1000 morceaux, c'est parce que les pilleurs ont utilisé des burins plus que de la dynamite. La dynamite, ça fait partie un peu toujours de la légende des villageois quand ils voient une statue qui a été brisée. Donc là, je pense qu'on voit vraiment clairement les traces du burin, ce qui explique les petites lamelles, les milliers de petites lamelles qu'on a retrouvées en fait.
Donc ce sont les bras droits de Shiva que nous venons de sortir. Ici, l'épaule que nous reconnaissons facilement. 60 cm de profondeur. Cela donne une bonne idée encore de la dimension colossale de la statue. Donc 5 bras, les bras antérieurs. 1, 2, 3, 4, 5. Avec, pour chacun des bras, l'avant des bras qui tenait des attributs. Donc il y a une main qui tient par exemple une calotte crânienne, une main qui tient un trident, l'attribut par excellence de Shiva, une main qui tient une massue. Donc de manière générale, ce sont des attributs associés à la dimension guerrière de cette danse. Il faut imaginer que la statue a été érigée avant que l'édifice autour soit construit. Car une fois l'édifice construit, il était extrêmement difficile, voire impossible pour les anciens Khmers, de faire rentrer la statue et l'ériger à l'intérieur du piédestal. Donc c'est d'abord la statue qui est érigée, avec son piédestal, avec les divinités autour, et dans un second temps, on a construit la tour en briques. Ah, c'est pas mal, hein? Vous imaginez bien Shiva en train de danser, là? Nous allons ramener tous les blocs du Prasad Krom au musée de Siem Reap. Nous allons les scanner et nous allons, à partir de ces scans, réaliser une restitution virtuelle de ce groupe sculpté. Mais au-delà de la reconstitution de ce groupe sculpté, le but, c'est bien sûr de restituer l'histoire de ce temple, l'histoire des pratiques qui étaient associées à ce temple. Comprendre pourquoi le souverain du Xe siècle, qui a régné à Kokher, qui a implanté sa capitale à Kokher, pourquoi il a construit ce temple, pourquoi il a érigé ces statues. Bientôt, les fragments prendront la route d'Angkor. Mais une chose reste à faire avant leur départ. Il faut obtenir l'assentiment des villageois. C'est la raison pour laquelle, le lendemain, ils se réunissent devant la chapelle pour une cérémonie. Donc là, c'est une petite cérémonie en l'honneur du Neakta Krom, c'est-à-dire le génie dont le siège se trouve à l'intérieur de l'édifice, et plus spécifiquement dans le piédestal. Donc c'est une cérémonie pour propicier ce génie-là, puisqu'on a sorti les blocs, on a déplacé les blocs qui se trouvaient à l'intérieur de l'édifice. Le génie du lieu, le Neakta, va se manifester par l'intermédiaire d'une vieille dame, qui est en quelque sorte sa représentante attitrée. Elle va entrer en transe et se laisser posséder. Une fois habité par le Neakta, le génie du sol, on pourra s'adresser à lui par son intermédiaire. Chiasochet engage des pourparlers. Je viens vous demander l'autorisation de travailler avec tranquillité, de transporter toutes ces statues dans les meilleures conditions et que vous demandiez à l'être suprême de nous donner sa protection, parce que nous ne sommes pas aptes à communiquer directement avec lui. Si cette fois on emporte sans permission, attention, hein, je vous aurais averti. Ils expliquent au Neakta qui a pris possession de la dame, là, qui maintenant n'est plus elle-même, et véritablement le Neakta Krom. Pourquoi on a sorti tous les blocs, et Sochet essaie d'expliquer parce qu'il y a eu beaucoup de pillages, les blocs ont beaucoup souffert, et que le but de sortir tous ces blocs, c'est bien de réparer en quelque sorte les dommages qui ont eu lieu. Mais le génie s'inquiète un peu de savoir si les blocs vont pouvoir revenir.
Nous, Cambodgiens, on ne peut pas le faire. Mais les Européens, ils ont beaucoup d'argent pour le faire. Et ils veulent reconstituer la statue au mieux, pour pouvoir satisfaire l'esprit. Les Européens vont même jusqu'à chercher les plus petits débris pour les mettre dans la machine. Si on met tous les débris dans la machine, elle va tout reconstituer en un seul morceau. La discussion s'achève 1 heure plus tard. Après quoi le Néacta, le génie, décide de bénir toutes les personnes présentes. La vieille dame prend ensuite la direction de la chapelle, où elle va donner sa bénédiction au piédestal du Shiva, à l'intérieur duquel l'esprit est censé avoir élu domicile. Esprit, quand on va déménager la statue, il ne faut pas être en colère. Ne t'inquiète pas, Esprit. Quand la cérémonie s'achève, le Néacta a donné son autorisation. Les fragments peuvent partir, à condition toutefois de revenir dans un délai le plus court possible. Quelques années tout au plus, a ordonné l'esprit du sol de Cocker. Aussitôt, ce trésor archéologique est conduit au musée Norodom Sihanouk, près des temples d'Angkor. Tout ce qui a été découvert pendant la fouille de la chapelle du Shiva y est à présent regroupé. Sur place, une équipe composée de scientifiques des universités de Heidelberg et de Phnom Penh va numériser les fragments les plus importants. On a récolté au total à peu près 10 000 pièces. Sur ces 10 000 pièces, 1000 présentent une